Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, chers amis. Ma connexion est juste pup, capote, partie. Aïe, 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 aïe. Bon, j'avais perdu la connexion, mais je pense que là, c'est bon, hein. J'espère, je prie. Je prie que ça soit bon. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai prévu aujourd'hui que nous puissions discuter sur euh, la commission électorale indépendante. Nous allons discuter sur le choix du président de la commission électorale indépendante et de M. Paul Sapou-Moukoulou, que nous soutenons, la société civile soutient, que la population congolaise soutient pour diriger cette institution-là de la commission électorale indépendante, la commission nationale électorale indépendante. Et là, je suis en train de... What's going on? Ok, j'espère que vous allez bien, chers amis. Excusez-moi, j'essaie d'arranger mes choses. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné, mes affaires se sont déconnectées. Et puis, bon, voilà. Je vais essayer de faire la gestion du temps. Bonjour, chers amis qui vous connectez. J'espère que vous allez bien. Je ne veux pas revenir sur la publication que j'ai faite sur mon mur cet après-midi. Je l'ai faite et puis j'ai expliqué pourquoi je l'ai faite. Je veux vraiment que cette vidéo, nous puissions la consacrer à la désignation du président de, excusez-moi, de la structure d'appui à la démocratie, la commission électorale indépendante. Chers amis, il faut savoir, vous allez me permettre, hein, donc alterner tout le bana français, tout le bana lingala, parce que je veux vraiment qu'on puisse atteindre le maximum de monde possible. Il faut savoir que pour en comprendre mécanique ou bien mécanisme à CENI, Commission électorale nationale indépendante, il faut comprendre historique, il y a politique, il y a RDC depuis le dialogue intercongolais. Parce qu'on a eu la CEI, la Commission électorale indépendante, on a eu la CENI avec la loi organique de 2010 et maintenant nous avons toujours la CENI mais avec la loi organique de 2013. Quels sont les différents changements qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Et comment nous pouvons aller de l'avant? Puisque lorsque nous prenons des positions, lorsque nous avançons des idées, ça ne vient pas de nulle part. Ces idées-là sont alimentées par une information historique que nous avons vérifiée. Maintenant, dans la commission électorale indépendante, je veux d'abord nous dire une chose. La commission électorale indépendante que nous avons actuellement, qui est prévue par l'article 211 de notre Constitution, elle est régie par une loi organique. Ceux qui suivent les vidéos que je fais, souvenez-vous la vidéo que j'ai faite lorsque nous avons condamné les propositions de loi de Minakou et consorts, j'ai expliqué un peu la différence qu'il y a entre une loi organique et une loi ordinaire. Je veux revenir, mais beaucoup plus rapidement. Dans notre hiérarchie des sources du droit, nous avons la Constitution, qui est la loi fondamentale. Nous avons la loi organique qui vient juste après la Constitution, mais qui est au-dessus de la loi ordinaire. La différence avec la loi organique, nous avons dit que c'était dans l'article 124 de la Constitution. Parce que c'est une loi dont la modification demande une procédure exceptionnelle. Ce n'est pas une loi qu'on peut modifier comme une loi ordinaire. Et puis, c'est une loi qui ne peut pas être promulguée sans que nous ayons l'avis constitutionnel de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, là, on doit la saisir pour savoir si la loi est conforme à la Constitution. Donc, il y a des mécanismes à suivre pour arriver à avoir une loi organique. Donc, la loi qui régit la CENI, c'est une loi organique. Pourquoi dans le bango? Parce qu'il faut que comme modifier la loi, et c'est la simpleté. Et que un mécanisme, maintenant, la loi qui régit la CENI aujourd'hui, la loi de 2013, en fait, c'est une loi complémentaire. Pour avoir une idée globale de la gestion ou bien du droit qui gouverne la CENI au jour d'aujourd'hui, il faut avoir la compréhension de la loi organique de 2010. En juillet 2010, on a eu une loi organique qui a transformé complètement la loi de 2004 qui créait la CEI, qui a créé, en 2010, on a créé la CENI. Et puis en 2011, on a eu des élections. Et puis en 2013, on s'est dit non. Les élections, la façon que ça s'est passé en 2011,
il y a des choses que nous devons revoir. Alors, on a eu une loi complémentaire de 2013. La loi de 2013, elle ne modifie que, si ma mémoire est bonne, je ne pense, elle modifie que 15 ou une trentaine d'articles. Attendez, je vais vérifier pour vous. Elle modifie qu'un certain nombre limité d'articles, de sorte que tous les autres articles de la loi de 2010 demeurent pertinents. Alors, on a quoi ici? Donc, c'est 35 articles qui sont modifiés avec la loi de 2013. Donc, au jour d'aujourd'hui, le régime juridique de la CENI, c'est la loi organique de 2010 plus la loi de 2013 au Sangui Sango Mibale. Maintenant, lorsqu'on regarde ces deux lois, on commence par la Constitution. On regarde la loi de 2010, on regarde la loi de 2013. Il faut savoir qu'il n'y a aucune disposition légale. Il n'y a aucune disposition légale qui veut que le président de la CENI vienne des confessions religieuses. Nazolo bango bandeko nanga parce que moi déviation moko comme ça manamboka il faut to fixer bandeko to yeba makambo il faut zala ndenge nini pour là tozo telemela makambo batu ba mona traité bo telemela on ka façon on dirait dans le ngemo boy non on s'appuie sur des textes de loi. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde aspire à un état de droit, un état qui repose sur les textes des lois. Et nous allons nous appuyer sur les textes des lois. Nous disons ceci, dans la Constitution de la République, dans la loi organique de 2010, modifiée, complétée par la loi organique de 2013, il n'y a pas une disposition légale qui dit que le président de la CENI doit venir des confessions religieuses. C'est une information de taille ou c'est un élément de taille. Pourquoi? Parce que la loi dit ceci, surtout en tout cas la loi de 2013. Je vais faire pour vous un peu d'historique parce qu'on va se recadrer et puis on continue. Excusez-moi. Nous allons au dialogue intercongolais. Les Congolais vont au dialogue à Sun City, ils parlent, ils discutent et puis ils arrivent à certains entendements. Dans le dialogue intercongolais, il y avait ce qu'on appelait les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation, c'était quoi? C'était les partis politiques, c'était les acteurs de la société civile, c'était les membres des anciennes rébellions. Tout ce monde-là, il y avait les confessions religieuses aussi. Souvenez-vous du rôle que l'Église catholique avait joué, surtout lors des années, si ma mémoire est bonne, à partir de la guerre de 98, la guerre de 98, et encore lorsque la guerre a éclaté à l'Est en 2003, l'Église catholique avait vraiment joué un rôle de taille avec la conférence des évêques de l'Église catholique. Je pense que c'est Monseigneur Catalico, malheureusement, qui a été assassiné à ces périodes, était aussi une des personnes qui était en train de dénoncer tous les abus qui se faisaient à l'Est pendant la guerre. Donc l'Église catholique était une voix qui dénonçait les méfaits qui se passaient dans le pays, notamment les massacres, notamment les pillages et les tueries ainsi que les bradages de nos ressources, parce qu'il y avait des groupes de rebelles qui s'étaient installés à l'Est et qui commençaient à exploiter nos ressources en complicité avec certaines entreprises internationales, certaines multinationales. Et l'Église catholique était parmi ceux-là qui avaient levé la voix pour condamner ce genre de choses. Donc, on est à Sun City. Les Congolais, ils font leur dialogue intercongolais et puis on termine le dialogue intercongolais. À l'issue du dialogue intercongolais, on a eu la constitution de transition, on a eu les institutions de transition, on a eu le Parlement, on a eu le Sénat, excusez-moi, et puis on a eu le gouvernement. Maintenant, parmi les institutions d'appui à la démocratie qui sont sorties du dialogue intercongolais, il y avait la loi qui proposait la création de la CEI. Il faut savoir que Paul Sapou, dont nous soutenons la candidature pour la présidence de la CENI, à l'époque président de la Ligue des électeurs, était parmi ceux qui avaient préparé et initié la loi qui avait conduit à la création de la CEI. Dans la loi de 2004, qui a créé la CEI, Commission électorale indépendante, il y avait certains éléments qui ne se retrouvaient plus dans la loi de 2010. Exemple, en 2004, la CEI avait 3 organes de travail.
Il y avait l'Assemblée générale, l'Assemblée plénière, qu'on appelait l'Assemblée plénière. Il y avait le bureau et puis il y avait des commissions. Les commissions provinciales, les commissions, comment on appelait ça? Les commissions décentralisées. Premier élément. Deuxième élément, dans la loi de 2004, les membres de la commission électorale indépendante, spécifiquement à l'article 33 de la loi de 2004, je vais vous donner la référence comme ça, vous pouvez lire si vous tombez sur la loi. Alors, la loi de 2004, c'était... donnez-moi juste un instant, je vais la sortir ici. Pardon. Vous avez la loi numéro 04/009 du 11 juin 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. La loi numéro 04/009 du 11 juin 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Dans cette loi-là, lorsque nous regardons l'article 32, je vous ai parlé de 32 qui parlait de l'immunité, mais lorsque nous regardons surtout la constitution de la CEI, comment elle devait être constituée, comment elle devait fonctionner, premièrement, on voit la différence entre les nombres des membres. La CEI, dans l'article 8 de cette loi-là, l'article 8 disait ceci, que la CEI était composée de 21 membres. Les 21 membres étaient choisis parmi les forces vives qui avaient pris part à Sun City au dialogue intercongolais, à raison de 3 membres par force vive. Et la loi disait que les composantes ou les entités qui devaient produire ces membres devaient avoir des concertations préalables. Ça veut dire beaucoup, Tani, si vous êtes la société civile, si vous êtes le parti politique, pardonnez-moi, si vous êtes les confessions religieuses, vous vous retrouvez, vous choisissez 3 personnes. Mais on avait donné des critères précis pour les personnes à choisir. Les personnes devaient être de nationalité congolaise, avoir 25 ans au moins, être titulaire d'un diplôme de graduat, avoir un certificat d'aptitude physique et mentale, et puis avoir un casier judiciaire vierge, et puis vous devez prêter serment. Maintenant, les personnes devaient être choisies sur base des critères de compétence, sur base des critères de rigueur, sur base de critères de probité. La probité, ça veut dire des gens d'une très bonne moralité, des gens qui ne se sont pas compromis dans les gestions antérieures. Quand on dit les gestions antérieures, sachez que lorsqu'on est au dialogue intercongolais, on a le régime de Mobutu qui est passé, on a le régime de Kabila le père qui est déjà passé, et nous sommes en plein régime de Kabila fils qui est déjà entamé. Donc, il y a 3 régimes. Les personnes de bonne probité étaient des personnes qui ne s'étaient pas compromises pendant les autres administrations, si on peut le dire, et qui ont une rigueur de travail, qui ont une compétence, ça veut dire une connaissance, et puis ils ont des capacités de pouvoir travailler dans les domaines des élections. Donc, 21 personnes pour 3 organes. Les organes étaient l'Assemblée plénière, le bureau, ainsi que les commissions décentralisées qu'on les appelait à l'époque. Maintenant, une fois que les parties prenantes ou les entités se sont concertées et qu'elles ont choisi leurs représentants, qu'est-ce qui va se passer avant que ces personnes-là ne puissent travailler? Ces personnes-là, les candidatures vont être présentées à l'Assemblée nationale qui va entériner les candidatures. Une fois que les candidatures ont été entérinées, les personnes devaient prêter serment devant la Cour suprême de justice. Nous sommes en 2004. Sachez qu'en 2004, à ce moment-là, la Cour constitutionnelle n'était pas encore fonctionnelle. Donc, la Cour suprême de justice, il y avait le département administratif de la Cour suprême de justice qui jouait le rôle de la Cour constitutionnelle parce qu'ils avaient les attributions de la Cour constitutionnelle. Ils avaient les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Donc, les personnes qui étaient choisies, on entérine leur candidature par l'Assemblée nationale. Ces personnes-là prêtent serment auprès de la Cour constitutionnelle, un serment qui est prévu dans la loi de 2004, et puis elles commencent à travailler. La façon qu'elles fonctionnaient, le bureau va préparer le budget, le bureau va préparer le calendrier électoral. Donc le bureau, c'est le bureau qui préparait le plan d'action
qui étaient adoptés par l'Assemblée plénière des 21 membres, et puis les commissions spéciales, ça veut dire les commissions provinciales, ainsi de suite, commençaient à travailler et à mettre en application. C'est comme ça que la CEI de 2004 était censée fonctionner conformément à la loi. C'est une loi, ce n'est pas une loi organique, la loi de 2004. Maintenant, vous avez avec, comment je peux dire, bon, si je peux dire l'histoire ou la caractéristique ou la particularité de la politique de la République démocratique du Congo, la politique de la République démocratique du Congo a toujours eu tendance à être une politique bipolaire. Ça veut dire qu'on a deux camps. Il y a un camp qui est dans la majorité, il y a un camp qui est dans l'opposition. On n'a pas une politique qui a ce qu'on appelle les partis indépendants. Vous savez, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les partis indépendants, les partis, si je peux me permettre le terme, hein, c'est juste pour exprimer mon idée, les partis de la cassure. Il y a des partis qui sont comme des non-alignés. Et c'est ces partis-là qui font la différence lors des élections. Parce que chacun des partis a sa base électorale, chacun des camps, si je peux me permettre le terme, dans le camp au pouvoir et le camp de l'opposition, chacun a sa base électorale, chacun a ses assises, chacun a ses membres qui suivent, qui sont vraiment des fidèles, qui sont des militants, qui sont soit des sympathisants, mais qui croient à l'idéologie de ces camps-là. Et puis, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Maintenant, les partis non alignés sont souvent des partis qui ont des positions, soit des positions qui se retrouvent au milieu des deux positions des camps opposés, ou des positions qui sont totalement différentes, ou des positions qui sont innovatrices. Vous allez voir qu'en Europe, les partis de la cassure ou les partis de non-alignés, à un moment donné, c'était des partis qu'on appelait des partis écologistes. Parce que ce sont des personnes qui s'étaient rendues compte que non, on ne peut pas continuer seulement à faire capitaliste, socialiste. Nous habitons dans une planète qui est en danger. Il faut commencer à prendre au sérieux les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux de la pollution. Donc, il y a des écologistes qui sont apparus. Ils n'étaient pas des capitalistes, ils n'étaient pas des socialistes, mais ils avaient une vision qui était différente de ceux-là. Et ils avaient du monde qui traînait avec eux. L'importance des partis qu'on appelle des non-alignés, des partis du milieu, des partis de la cassure ou des partis de la troisième voie, c'est quoi? Ils font la différence lors des élections. Parce que si vous avez les gens des partis non-alignés qui s'embarquent dans un camp ou dans un autre, ça peut faire basculer les calculs politiques. Donc ces individus-là ou ces partis-là, même si ce sont des petits partis, mais ce sont vraiment des partis qui ont un grand poids politique. Et vous allez voir que la plupart des grands partis ou la plupart des grandes formations politiques ont tendance à les courtiser. Aujourd'hui, nous avons dans des pays comme en Amérique du Nord, vous avez des partis qui défendent les droits du genre, dans les droits des personnes transgenres, les droits des personnes gays, ainsi de suite. Vous avez des partis qui défendent les droits des femmes en tant qu'individus à part entière dans la société, puisqu'on a remarqué qu'il est arrivé que les femmes, qu'on ne leur reconnaisse pas certains droits. Par exemple, il y a des pays où, lorsqu'on a donné le droit de vote à tout le monde, c'était tout le monde, mais pas les femmes. Donc, il y a des partis qui, eux, se consacrent aux droits des femmes. Ce sont des non-alignés. Maintenant, en République démocratique du Congo, on n'a pas ça. C'est vrai qu'on a des grands partis et puis on a des petits partis, mais plus souvent qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? Les petits partis vont se greffer dans les camps des grands partis. Exemple, vous avez des petits partis qui sont dans l'opposition. Vous avez des petits partis qui sont vers le pouvoir. Si bien que l'espace, la ligne du milieu qui devait être occupée par les partis non alignés est plus souvent occupée par ce qu'on appelle la société civile. Et la société civile, comme de par sa nature et par sa vocation, elle ne brigue pas des postes politiques, elle ne brigue pas des mandats politiques, elle a toujours eu une présomption de neutralité. Présomption parce qu'il faut le prouver. On a vu au Congo des gens qui ont lutté dans la société civile et puis qui se sont retrouvés dans des partis politiques. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, garder le pouvoir pour gérer le pays selon sa philosophie. Chaque parti a sa philosophie. Vous avez des partis comme l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est un parti qu'on qualifie de socialiste. Parce que pour eux, le développement d'un pays passe par le développement social. Vous avez des partis comme
on peut prendre les partis libéraux, par exemple, au Canada. C'est un parti qui pense que le progrès d'une société passe par la libéralisation des droits. Tout le monde doit être égaux et tout le monde doit avoir des droits libérés. Il ne faut pas qu'il y ait des discriminations. Il ne faut pas qu'il y ait des positions dans une société réservées à une certaine catégorie de gens. La liberté est le mot d'ordre. Quand il y a la liberté, l'économie marche. C'est ça leur idéologie. Donc, leur travail, c'est quoi? Chercher à gagner le pouvoir et à le conserver pour pouvoir transformer la société selon leur idéologie. Maintenant, les gens de la société civile, en fait, c'est la population. Parce que dans le monde contemporain, ça veut dire depuis les Jean-Jacques Rousseau et les gens comme ça, depuis qu'on est sorti du rythme de la royauté, de l'impérialisme, en tout cas du moins en Occident, dans le monde contemporain, on a compris qu'il faut que le peuple, pour lequel on prend des mesures, participe à la gestion de la chose publique. Le peuple peut participer avec des partis politiques. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que les partis politiques, puisque leur objectif est l'accession au pouvoir, deux fois ils oublient le bien-être social ou bien deux fois ils oublient les intérêts des plus démunis et ils privilégient les intérêts de leur parti politique. Exemple, vous allez voir un parti politique qui était en déphasage avec un autre parti politique, mais pour gagner des élections, ils vont faire des alliances. Vous allez voir des coalitions vont se créer, des rapprochements vont se créer pour réunir leur base électorale et gagner les élections. Alors, petit à petit, on a vu se créer la société civile. Ça veut dire l'organisation du peuple, l'organisation des citoyens. Les citoyens se sont dit non, oui, nous allons voter ces gens-là, nous allons choisir des représentants, mais nous allons nous organiser de sorte à pouvoir les suivre de près. Donc, l'objectif de la société civile, premièrement, c'est de ne pas conquérir le pouvoir, pour le garder. L'objectif de la société civile, c'est de contrôler la gestion de la société pour s'assurer que ça soit dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt du peuple. Et c'est ce qui a donné la présomption de neutralité. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour vous expliquer comment est-ce que lorsqu'on a créé la CEI, la Commission électorale indépendante, on s'est retrouvé avec un président qui venait de la société civile, en l'occurrence la personne de l'abbé Malumal. Parce que lorsqu'on lit la loi qui a créé la commission électorale indépendante, lorsqu'on a eu la loi qui a créé la commission électorale indépendante, qu'est-ce qui s'est passé? On avait les forces politiques qui ont participé au dialogue intercongolais. Les parties prenantes au dialogue intercongolais ont choisi leurs représentants. Mais lorsqu'on regarde la force qu'il y avait sur le terrain, les partis politiques avaient plus de force, ils avaient plus de représentation. Ceux qui étaient au pouvoir, ils avaient l'armée avec eux, ils avaient la police, ils avaient toutes les positions stratégiques du pays. Alors, pour donner, ce que je peux dire, pour donner de la neutralité à la commission électorale indépendante, pour lui permettre de travailler en toute indépendance, pour lui permettre de travailler en toute transparence et en toute liberté, les parties prenantes se sont dit non, nous allons désigner une personne qui n'a pas de visée politique, une personne qui est vraiment indépendante. Donc, ils ont choisi un représentant de la société civile, l'abbé Malomalo, que nous avons, excusez-moi, tous connu, et puis qui a dirigé la CEI. Lorsque nous regardons la loi de 2004, à part le nombre de membres qui était de 21, je vous ai dit que la commission électorale avait 3 organes. L'assemblée plénière, le bureau, ainsi que les commissions spéciales, dont les commissions décentralisées. Et puis, les membres de la commission électorale avaient une sorte d'immunité. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas les poursuivre. Je vais vous lire exactement ce que l'article dit. C'est l'article 33. Oui, l'article 33. Il disait ceci. Les membres de la commission électorale indépendante, ceux de ses bureaux de représentation provinciale, ses agents et cadres ainsi que les experts à tous les niveaux ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ni jugés aussi bien durant l'exercice de leur mandat qu'après l'expiration de celui-ci pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.
pendant l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés en matière pénale qu'avec l'autorisation de l'Assemblée plénière, sauf en cas de flagrant délit, bien sûr. Comme vous savez, la flagrance a une procédure spéciale. Et l'Assemblée plénière dont on parle ici, ce n'est pas l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée plénière, un des organes de la Commission électorale indépendante. Maintenant, la Commission électorale, elle fait son travail, elle organise les élections de 2006. Nous savons tous comment ces élections se sont passées. Dans une situation de chaos total, dans une situation de vive tension politique. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu musellement de la politique et des partis politiques. D'ailleurs, il y a des partis politiques de l'opposition qui ont boycotté ces élections-là, tellement la fraude était flagrante et l'irrégularité piquait l'œil. Vous vous souviendrez, le parti comme l'UDPS, qui est un des grands partis de l'opposition en République démocratique du Congo, avait boycotté les élections de 2006. Mais bon, les élections ont eu lieu et puis la CEI a proclamé les résultats qu'ils ont pu avoir. Et puis maintenant, les politiciens sont retournés dans l'Assemblée nationale. Ils ont réfléchi quand même, ils se sont dit non. Les élections de 2007 étaient parsemées de beaucoup d'irrégularités et puis il y avait des difficultés aussi matérielles que la commission avait rencontrées. Le pays est grand, il y avait des difficultés d'accès. Bonsoir Yadjo Kilo, bravo. Dr. Joseph Kanku, all the way from South Africa, my beloved brother. Bonsoir Yadjo Kilo, bravo. Il n'y a que moi que tu aimes, hein? Yadjo Kilo, bravo, lui-même. I salute you. Maintenant, je reviens à notre CNI. Les politiciens ont réfléchi, ils ont dit qu'il y avait des difficultés d'accéder à certaines régions, il y avait des difficultés de communication même. Je vous ai dit que la commission électorale indépendante avait des commissions provinciales et décentralisées. Mais pour qu'elles communiquent entre elles, c'était très difficile. Ils se sont dit non, nous devons faire quelque chose. Nous devons modifier la façon que la commission électorale fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes à l'Assemblée nationale, issus des élections de 2006. Donc, on a beaucoup plus majoritairement les gens qui sont du camp de Joseph Kabila qui est au pouvoir. On a les gens qui sont de l'obédience de Joseph Kabila qui est au pouvoir. Donc, lorsqu'ils sont en train d'évaluer des élections, non pas seulement ils sont en train d'évaluer les difficultés réelles rencontrées, mais ils sont aussi en train d'évaluer comment s'assurer que cet instrument qui est la commission électorale indépendante devienne plutôt un instrument qu'ils vont utiliser pour pérenniser leur pouvoir. Ça, c'est l'objectif politique. Ça, c'est l'objectif politique derrière la démarche légale. En 2010, ils se réunissent et puis ils prennent, cette fois-ci, nous avons une loi organique. C'est quelle loi? Je veux vous donner les références. Comme ça, vous pourrez la retrouver pour vos lectures à vos heures perdues. Donc, nous avons la loi organique. Ah, ok. La loi organique numéro 0. Non, c'est pas celle-là. Un instant. Please, je vous demande d'être indulgent avec moi. Excusez-moi. Voilà. Nous avons la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement. Cette fois-ci, le nom change de la Commission électorale nationale indépendante. Nous venons de la CEI. Là, en 2010, on vient de créer maintenant la CENI. La différence avec la loi de 2010, c'est quoi? Vous allez voir que dans la composition même de la Commission électorale indépendante, nationale indépendante, il y a beaucoup de changements. Premier changement qu'on va remarquer, dans la loi de 2010, le nombre des membres de la CENI va diminuer. On va passer de 21 membres à 7 membres. On avait 21 membres avant, maintenant on a 7 membres. Le nombre des organes aussi va changer. On avait 3 organes. Assemblée plénière, bureau, commission spécialisée. Maintenant, l'article, je vais trouver l'article pour vous. Je crois que c'est l'article 15.
D'abord, le nombre de membres, c'est à l'article 10 qui nous dit que maintenant la CENI est composée de 10 membres, 4 qui viennent de la majorité et 3 qui viennent de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, ce ne sont pas des parlementaires, ce ne sont pas des députés, mais la majorité au Parlement va aller se réunir, il va regarder dans la société congolaise, ils vont choisir des personnalités politiques qui sont connues pour leur neutralité, pour leur rigueur, pour leurs compétences et pour leur capacité de diriger une institution comme la CENI. Et puis, ils vont choisir 4 personnes. L'opposition dans l'Assemblée nationale aussi va se réunir. Elle va regarder dans la société congolaise les gens qui remplissent ces critères-là et puis elle va en choisir 3. Ça va faire au total 7. Maintenant, une fois que ces 7 personnes-là sont choisies, on va les présenter à l'Assemblée nationale qui va entériner leur choix. Je vais juste ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Lorsque on dit entériner, que ce soit la loi de 2004, que ce soit la loi de 2010, que ce soit la loi de 2013, aucune des lois n'a expliqué c'est quoi qu'on entend par entériner. Dans le cadre de l'interprétation des lois en droit, lorsque un terme n'a pas été explicitement défini, on va prendre le sens usuel. Ça veut dire le sens qu'on utilise tous les jours. Et pour prendre le sens usuel, on va se référer au dictionnaire. Lorsqu'on regarde le dictionnaire Larousse définit le terme entériné comme ceci. Il dit c'est ratifier, accepter, confirmer, approuver une décision qui a été prise au préalable. Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans les échanges que je voulais avoir et dit, mais vous soutenez la candidature de Paul Sapou si l'Assemblée nationale ne veut pas entériner sa candidature? Non. L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de décider du choix qui lui a été soumis. L'Assemblée nationale n'a que le pouvoir d'entériner. Il n'est pas prévu dans la loi que l'Assemblée nationale peut refuser, de sorte qu'il y ait des actions à prendre si l'Assemblée nationale refuse. Parce que normalement, lorsqu'on donne à une institution un pouvoir de refus, on donne la procédure à suivre en cas de refus. Exemple, lorsque vous regardez la Constitution et que vous regardez le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, on dit ceci. Lorsque une proposition de loi est votée par l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale envoie la loi au président de la République pour promulgation. Mais la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoient que le président peut retourner la loi votée à l'Assemblée nationale avec des amendements. Et la loi, Constitution et règlement d'ordre intérieur dit ceci. L'Assemblée nationale a 2 façons d'agir. Elle a 2 options. Elle peut soit réanalyser la loi en intégrant les amendements, ou bien elle peut adopter la loi sous la forme qu'elle avait adoptée antérieurement et retourner la même chose au président. À ce moment-là, le président a la possibilité d'envoyer maintenant la loi auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse trancher de la conformité ou non de la dite loi. Vous voyez? Donc, lorsqu'on donne un pouvoir de refus, il y a toujours une procédure qui suit à l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait en cas de refus? Est-ce qu'on retourne choisir quelqu'un? Est-ce qu'on retourne choisir la même personne? Est-ce qu'on bonifie son CV ou on choisit une personne totalement différente? Je donne un exemple. On peut refuser une candidature, on peut dire, bon, telle personne, on ne peut pas entériner son choix présentement parce que la personne est ministre. Je dis n'importe quoi, la personne est ministre. Est-ce qu'on retourne pour permettre à la personne de renoncer à sa charge ministérielle ou bien c'est consommé, il faut passer outre choisir une autre personne? Vous voyez? Donc, selon la Constitution et selon la loi organique qui régit la Commission électorale nationale indépendante, l'Assemblée nationale n'a qu'un seul pouvoir, celui d'entériner. C'est tout. Elle n'a pas d'autre pouvoir. Tout ce qu'elle peut faire, par exemple, ça c'est mon idée maintenant, ce n'est pas la loi. Ça c'est moi qui réfléchis. Si elle n'est pas d'accord avec un candidat, elle peut en parler à l'entité qui a soumis la candidature pour que soit elle retire sa candidature et qu'elle lui propose une autre. Mais d'elle-même, proprio muto, ça veut dire de sa propre initiative, l'Assemblée nationale n'a pas le droit de refuser d'entériner une candidature. Je ferme la parenthèse. Donc, une des différences de la loi de 2010 par rapport à celle de 2004
et que les membres, maintenant, nous avons vu, sont 7. Une fois qu'ils sont choisis par la majorité et l'opposition à l'Assemblée nationale, leur candidature est entérinée. Ils ne vont plus prêter serment devant la Cour supérieure de justice et la Cour suprême de justice, pardon. Ils vont maintenant être nommés par ordonnance présidentielle. Vous voyez? On donne maintenant le pouvoir au président de la République de pouvoir nommer ces personnes-là. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Lorsque l'Assemblée nationale est en train d'évaluer les élections de 2006, non seulement qu'elle est en train d'évaluer les difficultés qu'elle a rencontrées, mais aussi l'intention politique est de pouvoir transformer la CENI en un instrument qu'ils vont utiliser pour pérenniser leur pouvoir. On enlève la prérogative à la Cour suprême, on la donne au président de la République. Maintenant, pour montrer que non, voilà, nous ne sommes pas en train de renforcer la CENI, nous sommes toujours en train de bien faire, on fragilise les membres de la CENI. Je vous ai dit que dans la loi de 2004, l'article 32, leur donnait une certaine immunité pour les méfaits ou les infractions qu'ils auraient commises lors de l'exercice de leur fonction. La loi de 2010 a enlevé cette prérogative. Elle n'existe plus. Dans la loi de 2010, ils sont responsables, et je vais vous lire exactement ce que la loi dit. Blablabla. J'avais l'article sous les yeux. C'est bizarre, hein, la façon que l'article peut disparaître quand vous en avez besoin. Alors, article 32. Les membres de la CENI sont responsables de leurs actions dans les conditions de droit commun. Point. On ne fait pas une différence entre les actions qui sont commises dans l'exercice de leurs fonctions et les actions qui sont commises à l'extérieur de leurs fonctions. Donc, on les fragilise. On dit qu'ils peuvent être poursuivis selon le droit commun. Le droit commun, ça veut dire qu'ils peuvent être poursuivis au tribunal de grande instance, ils peuvent être poursuivis au tribunal de paix, ils peuvent être poursuivis comme tout un chacun. Alors que, toujours la même loi de 2010, elle garde la définition ou bien le statut que la loi de 2004 donnait aux membres de la commission électorale indépendante. Article 26 de la loi de 2010 a dit ceci: le président de la commission électorale nationale indépendante a rang des ministres et les autres membres ont rang des vice-ministres. Et lorsqu'on regarde la loi qui gérait les membres du gouvernement, nous allons voir que les ministres et les vice-ministres ne sont pas des justiciables des tribunaux de droit commun. Vous voyez? Mais on fragilise les membres de la Commission électorale nationale indépendante. On dit qu'ils sont justiciables sans faire la différence. Est-ce que c'est dans l'exercice de leur fonction ou ce n'est pas dans l'exercice de leur fonction? L'article 22 de l'organisation et du fonctionnement, non. Les organes de la CENI, on dit que le bureau est maintenant l'organe unique. Avant, on pouvait décider en assemblée plénière. Maintenant, le bureau est l'organe unique. Et lorsque dans le bureau, il y a une égalité de voix par rapport à une décision à prendre, la voix du président est prépondérante. Vous voyez, c'est un déséquilibre volontaire qui a été créé au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que là, maintenant, nous sommes au sein de la CENI. Et puis, nous avons maintenant les élections de 2011. Les élections de 2011 se sont passées, comme vous le savez, avec une grande tricherie encore, avec beaucoup d'irrégularités. Mais nos politiciens, ils ne dorment pas sur leur laurier, ils continuent à travailler. Donc, ils se réunissent encore. Ils disent non. Nous devons évaluer ce qui s'est passé, nous devons prendre des mesures et puis nous devons aller de l'avant. On est maintenant en 2013. Ils vont prendre une autre loi organique qui modifie la loi de 2010 en la complétant. Ça veut dire que la loi de 2013 a modifié seulement 35 articles. Elle a modifié exactement des articles qui existaient et puis elle en a rajouté. On a des articles 23 qui est de 23 bis, 23 ter, 23 quater, je pense jusqu'à 23 octo, quelque chose comme ça. Mais elle n'abroge pas la loi de 2010. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui,
Le régime juridique de la Commission électorale nationale indépendante, c'est la loi de 2010 avec la loi de 2013. Maintenant, dans la loi de 2013, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous lisez l'exposé des motifs, on évalue les élections, comment ça s'est passé, et le législateur maintenant, il déplore le fait que la société civile a été écartée de la gestion de la Commission électorale indépendante avec la loi de 2010. Souvenez-vous, en 2004, on avait 21 membres qui venaient des parties prenantes au dialogue intercongolais. En 2010, c'est seulement l'opposition et la majorité au Parlement. Ceux-là, ils vont choisir 3 personnes, les autres vont choisir 4, et puis c'est tout. Avant, on avait 3 organes, maintenant on a un seul organe dans lequel il y a un membre qui a une voix prépondérante. Alors, le législateur, il analyse, il dit non, vraiment, d'abord les élections, il y a eu beaucoup d'irrégularités, et pour gérer les différents problèmes qui se sont manifestés lors des élections de 2011, ils ont pris cette loi pour modifier et améliorer la loi de 2010. Voilà maintenant les articles qui ont été modifiés. Alors, surtout, ils ont voulu insister sur l'implication de la société civile. Ils ont voulu insister sur l'implication de l'opposition. Ils ont voulu insister aussi sur l'implication des femmes. La parité genre, ils mettent un point spécial, un point exceptionnel sur la parité genre. Ils disent que depuis qu'on est en train de parler de la Commission électorale indépendante, on ne met pas trop d'accent sur la participation des femmes. Là, maintenant, on met un accent spécial que la participation des femmes doit être considérée comme étant une condition pour l'effectivité. Et on en parle même dans l'exposé de motifs de la loi, pour que ça ne reste pas une idée en l'air, mais ça soit bien compris. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs, il y a 7 conditions qui ont été données dans l'analyse de la loi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le besoin de faire une modification de 2013? Il y a le point 1, 2, 3, blablabla, jusqu'au point 7. Et le point 7 dit la représentation de la femme à au moins 30% des membres de la CENI. Alors, il y a 15 articles qui ont été modifiés et puis il y a une vingtaine d'articles qui ont été ajoutés. Maintenant, allons voir quels sont les articles qui ont été modifiés. Nous allons voir que l'article 10 a été modifié. Dans la loi de 2010, on nous disait que la CENI est composée de 7 membres venant de la majorité et de l'opposition, mais choisis parmi les personnalités politiques indépendantes, rigoureuses, tout ce dont on a parlé. Cette fois-ci, l'article 10 dit ceci. Donc, nous sommes dans la loi de 2013. Attendez, j'ai oublié de vous donner les références. Donc, c'est la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010. Donc, la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013. Maintenant, cette loi-là, elle nous dit ceci à l'article 10. La CENI est composée de 13 membres. On est passé de 7, on a augmenté le nombre maintenant à 13. Donc, 6 personnes additionnelles ont été ajoutées. Elle est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de 6 délégués, dont 2 des femmes par la majorité et de 4 dont une femme par l'opposition politique. La société civile est représentée par 3 délégués issus respectivement. Avant de lire le respectivement, je vais ouvrir une parenthèse. Je vous avais dit au début que la société civile, c'était des organisations indépendantes qui se sont créées pour combler le vide que l'on avait par rapport à la course au pouvoir des partis politiques. Leur objectif principal c'était de regarder ou de s'assurer que la gestion de l'État était faite dans l'intérêt du citoyen. Donc, elles n'ont pas de visée politique. Sauf que dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, je pense que même ailleurs, la société civile n'est pas définie. Dans le sens que on n'a pas, quand on dit la société civile, ce n'est pas une entité avec des composantes bien définies. La société civile, c'est l'ensemble de toutes ces organisations non gouvernementales, non partisanes, qui s'activent pour l'intérêt ou le mieux-être des citoyens, qui veillent sur leurs droits, qui veillent à leur développement économique, qui veillent à leur développement social. L'ensemble. C'est difficile, dans le contexte de la République démocratique du Congo, d'identifier toutes les ONG légales, officielles qui travaillent sur terrain.
Parce qu'il y a des ONG qui sont plus grandes que les autres, il y a des ONG qui sont plus petites, mais ça n'en fait pas moins des organisations citoyennes parce qu'elles sont là pour veiller aux intérêts des citoyens. Maintenant, dans la société civile, comme je vous ai dit tantôt, les entités veillent au bien-être des citoyens. Un individu a plusieurs besoins dans la société. Il y a des besoins intellectuels, ça veut dire l'enseignement, la formation. Il y a des besoins physiologiques, la nourriture. Il faut avoir le droit à la nourriture, le droit à la santé. Quand je tombe malade, il faut qu'on puisse me soigner. Le droit à une habitation, le droit de m'habiller, de me vêtir. Il y a des besoins économique, le droit à un travail. Le travail est un droit et quand je travaille, vous devez me payer mon salaire parce que le salaire est un droit. Tout travail mérite salaire, c'est la Constitution qui le dit. Il est observé que les organisations de la société civile sont spécialisées. Vous allez voir une ONG qui s'occupe de la promotion des droits des femmes analphabètes. Donc, elle s'organise pour leur amener l'instruction. Vous allez voir une ONG qui s'occupe du développement économique. Par exemple, on a une coopérative de femmes maraîchères. Elle s'organise pour attirer les financements qui vont leur permettre d'avoir la prospérité économique dans leur travail. Vous allez voir une ONG qui s'occupe de l'habitation. On a l'habitation décente. On a l'habitation pour tous. Vous allez voir une ONG qui s'occupe de la santé. Il y a des ONG qui se focalisent seulement sur la mortalité infantile. Lorsque vous regardez le rapport des États généraux du ministère de la Santé de la RDC, beaucoup de femmes décèdent lorsqu'elles vont accoucher. Alors, il y a des ONG qui s'impliquent pour s'assurer que les femmes ont d'abord la formation antinatale, l'information et qu'elles accouchent dans des conditions décentes qui ne vont pas mettre en risque leur vie. Mais il y a des ONG qui disent non. Les femmes sont laissées à l'écart. Il y a des ONG qui s'occupent des droits des femmes. Quand une femme travaille dans une entreprise et qu'il y a des promotions qui s'ouvrent, si elle a les compétences, il faut aussi qu'elle ait accès à la promotion. Lorsque une femme elle a des capacités de faire la politique et qu'elle va dans la politique, il ne faut pas qu'on lui mette des barrières. Il ne faut pas qu'il y ait des lois qui mettent des barrières. Exemple, ceux qui suivent de près la législation congolaise laissent voir que dans notre code de la famille, jusqu'en 2006, il y avait ce qu'on appelait l'autorisation maritale. Ça veut dire qu'avant qu'une femme s'engage à l'extérieur de son foyer, il fallait l'autorisation de son mari. Donc, une femme peut vouloir faire la politique, elle peut en avoir les capacités, mais si son mari ne lui donne pas l'autorisation, elle ne peut pas être membre d'un parti politique, elle ne peut pas briguer des positions dans un parti politique. C'était une barrière. Il y a des organismes de femmes qui ont lutté jusqu'au Parlement, de sorte que cette condition-là soit enlevée. Ce sont des organisations des droits des femmes. Il y a des organisations aussi qui se sont dit non. Nous sommes dans un pays qui se dit démocratique, mais différentes élections se passent. Les gens vont aux élections sans comprendre leurs droits et leurs obligations. Nous allons sensibiliser les citoyens qui sachent, qu'est-ce que la Constitution dit, qui sachent c'est quoi choisir un représentant. Parce que quand tu donnes le mandat à quelqu'un, il faut attendre la fin du mandat pour le destituer de là. Tu ne vas pas voter quelqu'un aujourd'hui, demain il travaille d'une façon qui ne te plaît pas, et puis tu dis, bon, on va aller l'attaquer, on va le sortir de là. Non, il faut attendre des autres élections. Donc les gens doivent comprendre les conséquences, le poids que possède un vote. Alors, il y a des gens qui s'organisent pour commencer à sensibiliser les gens sur les élections. Nous avons les organisations d'éducation civique et électorale. Je ferme la parenthèse et je reviens à l'article 10. Donc, l'article 10 nous a dit que la majorité va choisir des membres. L'opposition va choisir des membres. Mais comme on s'était dit tantôt, cette fois-ci, ils mettent un accent sur la participation des femmes. On leur dit clairement, quand vous allez choisir 6 délégués au niveau de la majorité, 2 doivent être de femmes. N'amenez pas une femme, 2. On dit à l'opposition, lorsque vous allez choisir les délégués, vous en avez 4, une doit être une femme. Maintenant, la société civile, on l'énumère. La société civile y est représentée par 3 délégués issus respectivement de 1. Les confessions religieuses, 2. Les organisations féminines des droits de la femme. 3. Les organisations d'éducation civique et électorale. Donc, ce n'est pas toute ONG de la société civile qui peut proposer un candidat pour les fins de la CENI. Exemple, si je suis une ONG qui est en train d'appuyer les mamans maraîchères, je ne peux pas proposer un candidat.
Si je suis une ONG qui est en train d'appuyer la natalité sans décès, je ne peux pas proposer un candidat. Il faut que je sois une ONG de défense des droits de la femme. Il faut que je sois une ONG d'éducation civique et électorale. Pourquoi je suis en train de donner toutes ces explications? Je vous ai parlé de la signification du terme entériner. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que chacune de ces composantes de la société civile va aller se retrouver, se concerter et choisir un représentant. Un représentant qu'elle va choisir dans la vie politique avec les critères que nous avons vus dans la loi de 2010, qui sont repris dans la loi de 2013. Pourquoi? Parce que la loi de 2013 est une loi complémentaire, ce n'est pas une loi abolitive. Nous avons les critères de rigueur, nous avons les critères de probité, nous avons les critères de moralité. Je fais cette explication parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Nous avons vu l'abbé Malou Malou pour la CENI en 2004. L'abbé Malou Malou a continué un peu avec la CEI et puis il y a le pasteur Mulunda qui l'a remplacé. Pourquoi nous voyons les représentants des confessions religieuses? Je vous ai expliqué, puisqu'ils sont de la société civile et ça donne une présomption de neutralité. Mais lorsqu'on a vu le travail du pasteur Malou Malou, on s'est rendu compte que non, il n'était pas si neutre qu'on le pensait. Lorsqu'on a vu le travail de pasteur Ngoï Mulunda, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si neutre qu'on le pensait. La loi électorale est modifiée en 2013 et puis Joseph Kabila, le président à l'époque, et puis l'Assemblée nationale, ils font leurs affaires, ils nous sortent M. Nanga. Nanga est nommé le président de la CENI. Ils ont fait leur travail. On a vu qu'il n'était pas si transparent qu'on le pensait. Au jour d'aujourd'hui, moi, je me pose la question, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Je veux qu'on nous dise quelle est cette disposition légale qui oblige le président de la CENI à venir des confessions religieuses. Parce que la loi organique sur la CENI dit ceci. La société civile est représentée par 3 entités. Confession religieuse, organisme des droits des femmes, organisme d'éducation civique et électorale. La loi organique qui gère la CENI, elle va plus loin. Elle dit que le président de la CENI, là maintenant c'est dit dans la loi. Ce n'est pas une affaire qu'ils sont en train de faire parce qu'ils veulent ou parce qu'ils ne veulent pas. Non, c'est dit dans la loi. Eh mon Dieu, où est mon article? Mes articles disparaissent. Ah là 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 là. Voilà, l'article 24 bis. Je vous ai dit qu'on avait modifié des articles et puis on avait ajouté. Lorsque vous regardez l'article 24 bis de la loi de 2013, qui modifie celle de 2010, elle dit ceci. Le bureau, d'abord, je reviens un peu en arrière pour vous donner les différents changements. De 2010 à 2013, on a augmenté le nombre. On a remis les différentes composantes aussi de la CENI. En 2010, la CENI n'avait qu'un seul organe, le bureau, c'est tout. Maintenant, en 2013, l'article 23 bis remet les composantes de la CENI. La CENI comprend comme organe, non pas 3, 2. On a l'assemblée plénière, on a les bureaux. On a enlevé les commissions spéciales ou les commissions décentralisées. Mais il n'y a plus un seul organe unique, au moins il y en a 2. Donc il y a un peu de démocratie qui rentre dedans. Maintenant, on arrive à l'article 24 bis, il nous dit ceci. Le bureau est composé de 6 membres, dont au moins 2 femmes. Vous voyez, on revient encore sur l'affaire des femmes. On veut vraiment que les femmes participent. Dont au moins 2 femmes, l'une issue de la majorité et l'autre issue de l'opposition. Parce que souvenez-vous, lorsqu'on choisit les gens, selon la loi, techniquement, on doit avoir 3 femmes. Une qui vient de la société civile et 2. Non, on doit avoir 4 femmes techniquement. Une qui vient de la société civile, 2 qui viennent de la majorité à l'Assemblée nationale, une qui vient de l'opposition, ça fait 4. Alors on nous dit, quand vous allez faire vos votes pour les bureaux, n'écartez pas ces femmes-là. Arrangez-vous pour qu'au moins 2, une venant de la majorité, une venant de l'opposition, soient dans les bureaux pour les faire participer. On dit, le bureau comprend 1, le président issu de la société civile. Donc, selon la loi organique, le président ne peut pas venir de la majorité. Le président ne peut pas venir de l'opposition. Il vient de la société civile qui est composée de 3 entités. Confession religieuse,
les organisations de défense des droits des femmes, ainsi que les organisations d'éducation civique et électorale. Le vice-président qui vient de la majorité, le rapporteur issu de l'opposition, le rapporteur adjoint issu de la majorité, le questeur issu de la majorité, le questeur adjoint issu de l'opposition. Donc, on leur donne des directives. Quand vous allez choisir vos gens, voilà comment vous allez placer les candidats. Nous avons suivi dernièrement, excusez-moi, une messe noire. Je l'appelle une messe noire parce qu'on n'en comprend pas les soubassements légaux. Nous sommes dans un état de droit et nous aspirons à aller davantage vers le renforcement de l'état de droit de la légalité. Est-ce qu'on peut nous dire c'est sur quelle base légale Ambongo et compagnie et tout ce monde-là qui s'était rendu ont fait leur réunion pour choisir un représentant? Je pense que cela est dû à l'incompréhension de la loi. C'est pourquoi nous autres, à qui Dieu a donné la chance de pouvoir comprendre les vicissitudes de la loi, à pouvoir comprendre comment est-ce que les lois s'embriquent entre elles, de donner cette explication. Il n'y a pas une base légale qui oblige le président de la CENI à venir des confessions religieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les confessions religieuses peuvent aller se réunir, choisir leurs représentants. Les confessions des femmes se réunissent, choisissent leurs représentants. Je dis les confessions des femmes. Les organisations des femmes se réunissent, choisissent leurs représentants. Les organisations électorales se réunissent, choisissent leurs représentants. Maintenant, ces trois-là vont se réunir et dire, écoutez, moi voici mon candidat, moi voici mon candidat, moi voici... Ils vont faire un consensus ou ils vont faire une élection, mais en tout cas, ils vont se concerter pour eux trois sortir une personne qu'ils vont maintenant présenter à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes en train de voir une certaine préséance sui generis. Ça veut dire une préséance qui ne dit pas son nom, qui est prise de facto par les confessions religieuses, de sorte que les autres organisations, quand elles choisissent leurs représentants, c'est comme s'il faut qu'il y ait un entérinement préalable des confessions religieuses et puis un entérinement définitif de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas ça que dit la loi. Yangote, loi et lobby boye. Basango, bien basango, ba imam, ba pasteur, ba poni mutuna bango. Ba organisation, ba mama, ba poni mutuna bango. Ba tu as ba électeur, wana dans la Ligue des électeurs, la Linélite, la Lizadelle, ba poni batuna mutuna bango. Après, bingumba misa tuwana ba ba fandi ba sangani. Ba yokani po il faut ba yokana ba na choite loi et lobby bino miso do misaka mutu moko ba yokani siko batali na muto to pona nani ba bimisi siko mutu moko o bango ba okendo ko lakisa na Assemblée nationale pour Assemblée nationale asala nini a entériné. Ce qui peut ba yokani te, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la loi ne les oblige pas à pouvoir choisir un représentant. Ils peuvent présenter les trois représentants au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura les représentants qui viennent de la majorité et de l'opposition. Ils auront tout ce monde-là. Au total, ils vont avoir les 13 membres. Ils vont entériner leur candidature et le président va prendre l'ordonnance de nomination. De sorte qu'ils peuvent maintenant, une fois qu'ils sont au sein de la CENI, faire une élection à leur niveau. Mais cette élection-là, ils doivent respecter le critère selon lequel le président doit venir de la société civile. Donc la société civile a un choix. Et elle a un rôle historique ici à jouer. C'est soit elle amène un individu pour montrer le ton, c'est soit elle laisse au parti politique la guider. Parce que n'oubliez pas, la société civile vient seulement avec 3 personnes. Les politiciens là, majorité opposition, ils viennent avec 10 personnes. Donc s'ils ne se décident pas avant d'aller dans la CENI, ça veut dire qu'une fois qu'ils seront dans l'assemblée plénière de la CENI, la société civile sera minoritaire. C'est les politiciens qui vont décider qui dans la société civile va diriger la CENI. Et nous aurons perdu. Nous le peuple, nous aurons perdu parce que nous aurons permis aux partis politiques de diriger la CENI, alors que l'esprit de la loi veut que la CENI soit dirigée par la société civile. Il y a il faut ça l'attention. Les comédies à la Ronsard là, ce n'est pas des choses à négliger. Ce n'est pas des choses à négliger. Et moi, je demande qu'une enquête soit faite. On ne va pas s'arrêter à des déclarations. Il faut qu'il y ait une enquête parce qu'il y a 2 choses qui ont été faites pendant leur messe noire. 1,
Ils ont tenu des concertations qui ne sont pas légales parce que je ne vois pas pourquoi le représentant des organisations électorales doit se faire accepter ou doit se faire approuver par les confessions religieuses. Non. Je ne vois pas pourquoi les représentants des organisations de femmes doivent se faire approuver par les confessions religieuses. Et puis l'information que nous avons obtenue, selon laquelle 3 candidats auraient été écartés à cause du critère tribal, il faut faire très attention, chers amis, lorsqu'on ajoute dans la loi des critères qui n'existent pas. La loi a parlé de probité, de moralité, d'honnêteté, de compétence, de technicité. À aucun moment on a parlé d'un critère tribal. Alors, si on écarte des candidats, d'abord, la messe était noire là parce qu'elle n'avait pas de base légale, mais supposons qu'elle soit légale. On ne peut pas venir écarter des gens parce qu'ils appartiennent à une certaine tribu ou ils appartiennent à un certain coin de pays. C'est quoi cette discrimination-là? Il faut qu'une enquête soit diligentée puisque si telle est la vérité, la loi sur le tribalisme doit s'appliquer. Nous sommes dans un état de droit. Il faut qu'il y ait des sanctions. On ne peut pas penser qu'il y a un groupe de Congolais qui sont moins Congolais que d'autres et qu'il y a un groupe de Congolais qui sont plus Congolais que d'autres. Parce que ça, c'est un mauvais signal qu'on nous donne. Au jour d'aujourd'hui, nous autres, nous soutenons la candidature de Paul Sapou. Parce qu'il est compétent, parce qu'il a l'expertise, parce qu'il a la technicité. Alors, il ne faut pas qu'on laisse ça à la légère pour qu'on vienne nous dire demain, on ne peut pas choisir Paul Sapou parce qu'il est de la même tribu de président. Ça vient d'où? Ça vient d'où cette hérésie-là? Lorsque Paul Sapou allait au niveau de la commission électorale, excusez-moi chers amis, il s'agissait des enfants, je devais prendre un appel important, je suis vraiment désolé de cette interruption. Donc je reviens, je disais ceci, le rapport que nous avons eu de la mise à côté des 3 candidats, lorsque Ambongo et compagnie se sont réunis pour choisir le représentant de la société, de la commission électorale nationale indépendante et qu'il en est sorti Ronsard, le rapport que nous avons obtenu que 3 personnes étaient écartées à cause de leur appartenance à la même tribu que le président de la République, c'est une information grave. C'est une information grave parce qu'il y a matière à poursuite. Il y a matière à poursuite. Dans ce pays, nous avons l'ordonnance de 1966 qui est en train de prévenir et de condamner le tribalisme. L'ordonnance de 1966 qui réprime le tribalisme. Donc, si il s'est avéré que l'on a vraiment écarté 3 personnes à cause de leur appartenance tribale, il faut que des poursuites soient portées. Il faut que des poursuites soient portées et ça doit être fait maintenant. Parce que la candidature de Paul Sapou, elle est sur la table. Nous devons nous occuper de la CENI, chers amis. Nous devons regarder de près ce qui se passe là-bas. Que nous soyons des politiciens, que nous ne soyons pas des politiciens, ce qui se passe là-bas va impacter nos vies. Regardez l'Assemblée nationale que nous avons. Regardez ce que Mabounde et compagnie sont en train de faire. Au jour d'aujourd'hui, en plein état d'urgence, nous avons assisté à la destitution d'un membre du bureau. Nous avons assisté à une tentative de faire passer en force des lois organiques pour réduire le pouvoir du pouvoir judiciaire, permettez-moi la tautologie. Et nous avons assisté à la tentative, non pas la tentative, ils l'ont fait. Nous avons assisté à l'entérinement de la candidature de Ronsard par l'Assemblée nationale. De toute façon, c'est une candidature que le président ne va pas signer parce que la loi ne l'oblige pas à signer. Mais dans le monde entier, la situation que nous vivons aujourd'hui de la Covid est vécue dans le monde entier. Dans le monde entier, on parle de la santé. L'Assemblée nationale est là pour parler de la santé, pour parler de l'économie. Les gens qui ne vont pas au travail lorsque Gombe a été confiné, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment on peut assurer leur survie? Comment on peut alléger le poids des familles et le poids des ménages? On est en juillet. Septembre, c'est dans 2 mois. Les enfants qui ne vont pas à l'école ou qui vont à l'école, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Est-ce que les enfants iront à l'école? Est-ce que s'il y a besoin de confiner, on va confiner? Quand les enfants iront à l'école, comment se feront les enseignements? Est-ce que ça se fera comme aujourd'hui? Est-ce que ça se fera? N'oubliez pas, qu'est-ce que nous avons vécu l'année passée? Lorsque le président Fachi a initié la gratuité de l'enseignement, un des problèmes que nous avons vu, c'est que les classes étaient bondées. Les enfants avaient envie d'étudier. Donc, même les enfants qui n'avaient pas les moyens de payer les études sont venus à l'école. Les classes étaient bondées. Avec la COVID-19, est-ce qu'on va retourner dans ces classes-là avec 50, 40 élèves dans une même classe? C'est ça à quoi le Parlement devait réfléchir.
Ce sont ces questions-là auxquelles l'Assemblée nationale devait trouver des réponses. Pas venir nous dire qu'il faut ajouter le salaire des députés de 2000 $. Pas venir nous dire qu'il faut voter des lois qui vont réduire le pouvoir du pouvoir judiciaire. Et pas entériner un Melchisedec qui est aujourd'hui renié par ses parents. Il n'a ni père ni mère. Il y a quelqu'un qui a dit ça, moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai trouvé que les Congolais sont créatifs. Ils ont dit Ronsard Azam Melchisedec. Parce qu'il n'a ni père ni mère apparu. Personne ne les reconnaît. Les confessions religieuses qui l'ont choisi maintenant le rejettent. Mais moi, je vais vous dire une chose, chers amis. Il n'est pas encore tard. Moi, je fais cette vidéo pour en appeler à la société civile congolaise. Au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez faire une différence. Ne laissez pas cette occasion de nous échapper. Hier, quand je dis hier, en 2016, en 2017, on avait différents mouvements qui avaient vu le jour et qui ont donné de leur force pour qu'on ait les changements qu'on a vus aujourd'hui. À chaque épisode de la vie d'un pays, il y a des forces qui interviennent pour que le pays passe d'une saison à une autre. Aujourd'hui, c'est le moment de la société civile. Parce que si nous avons une CENI forte, si nous avons une CENI vraiment indépendante, nous allons maintenant commencer à voir le goût d'un état de droit. Nous pourrons avoir des élections libres et transparentes. Je suivais les commentaires des candidats députés pour les élections de 2018. Il y a une candidate, mon Dieu, j'ai oublié son nom. C'est une jeune dame très intelligente qui était vraiment, qui avait des bons points de vue. Christelle Vwanga, je pense. Christelle Vwanga. La jeune dame a dit ceci. C'est le premier jour de camp pour mon chéri Coco d'amour. Alors bon, je reviens. La jeune dame, elle a dit ceci. Lors d'une interview, elle disait que un jour, on l'a appelée pour lui dire, écoute Christelle Vwanga, tu vas perdre tes voix parce que il faut que tu donnes tel montant. Il y a des gens qui donnent tel montant. Elle dit, mais moi, je suis l'enfant d'un fonctionnaire. Je n'ai pas de parcelle à vendre pour donner ces montants. Je n'ai pas ce montant-là à vous donner. Elle a fait sa campagne électorale. Si les gens l'aiment, ils vont la voter. Si les gens n'aiment pas, ils ne vont pas la voter. Il faut que les élections soient dans cet esprit-là. Quand quelqu'un fait sa campagne électorale, tu descends sur le terrain, il faut que ce soit la population qui décide. Que tu aies l'argent ou pas. Il faut pas la kemuto, que pesa ba t-shirt, que pesa mapa, aller comme ça dans bongo, à que corrompre, babimi siende à vainqueur. Non. La population va choisir. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on est d'accord avec les idées que tu as? Est-ce qu'on est d'accord avec tes projets? Si les gens t'aiment, ils te votent. S'ils ne t'aiment pas, ils ne te votent pas. Le souci d'un candidat, que ce soit un candidat député ou ce soit un candidat gouverneur, le souci d'un candidat doit être comment je vais convaincre la population. Et pour cela, nous devons avoir une CENI forte qui résiste à la corruption. Voilà la personne qu'il nous faut, Paul Sapou. Il y en a qui se disent, mais Paul Sapou, c'est qui Paul Sapou? Hey. Il faut toye bakabatu biso, chers amis. Toye bakabatu biso o baana force. Le Congo regorge des potentiels. Toye bakabatu biso. Voilà comment on est allé chercher notre docteur Mouniangi là-bas. Aujourd'hui, nous commençons à avoir de bonnes nouvelles pour la Covid. Il faut que nous connaissions nos forces. Qui est Paul Sapou? Moi, je vais vous le présenter brièvement. Paul Sapou, c'est le président de la Ligue des électeurs, le fondateur en fait de la Ligue des électeurs. La Ligue des électeurs, il faut savoir que c'est une ONG de droits de l'homme, d'éducation civique et électorale qui a vu le jour 6 jours après la déclaration du multipartisme par Mobutu en 1990. Vous avez mon niveau 1990. Dès que Mobutu a fait la proclamation du multipartisme, il a créé la Ligue des électeurs. Avant cette proclamation-là du multipartisme, il travaillait pour dénoncer des violations des droits de l'homme, mais dans la clandestinité. Ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Paul Sapou, c'est un des collègues de Floribert Chebeya. Aujourd'hui, Floribert Chebeya a payé de sa vie pour le travail qu'il faisait. Aujourd'hui, tout le monde parle à Floribert Chebeya, quand il était vivant. Combien ont reconnu ses compétences? Combien ont reconnu ses capacités? Il ne faudrait pas que nous soyons ceux-là qui tuent nos héros. Ils ont travaillé avec Floribert Chebeya. Aujourd'hui, nous regrettons la perte que le Congo a commise avec l'assassinat de Floribert Chebeya. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Sapou? Il a encadré la Ligue des électeurs. Il s'est spécialisé dans la matière électorale. C'est un expert africain. Donc, au niveau de l'Afrique,
Il est reconnu comme expert en matière des élections. Il forme des gens dans d'autres pays. Il a mené des enquêtes. Attendez, je vais vous lire ça. Dans le FDH, il a mené des enquêtes au Mali, en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina Faso. Et puis, il a été nommé en 2000, il a été voté, pardon, pas nommé, il a été voté en 2019 vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. La Fédération internationale des droits de l'homme, là, c'est une grande structure qui collabore avec les Nations Unies. Elle regroupe en son sein au moins 200 organisations de la société civile à travers le monde. 200. Et lui, il est vice-président de cette structure-là. Depuis octobre 2019, ils ont eu des élections au niveau de Taïwan, là, à Taipei. Je pense que c'est le 28 octobre, le 29 octobre. Et puis, il a été voté parmi tous les candidats à vice-président. Il n'a pas eu la présidence, mais il a été voté vice-président. Mais il faut savoir qu'avant qu'il ait été voté vice-président, à cette reprise, il a été voté secrétaire général de cette organisation-là, la Fédération internationale des droits de l'homme. Paul Sapou est parmi les personnes qui ont documenté. Parce que vous savez, chers amis, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu des massacres à l'Est. Lorsqu'on demande des enquêtes internationales, lorsqu'on demande de traduire des gens devant la justice, il faut avoir les noms des victimes, il faut avoir les dates que les événements se sont produits, il faut avoir l'identification des lieux. Il y a des informations pertinentes qu'il faut avoir pour pouvoir renforcer la plainte ou renforcer le dossier de poursuite. Et Paul Sapou est parmi les personnes, si pas la personne qui a donné ces informations-là au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et au niveau de la Fédération des droits internationaux des droits de l'homme. Il y a eu des massacres au Congo. Vous vous souvenez les massacres de Makobo là? Il y a eu des massacres de femmes qui ont été enterrées vivantes à l'Est. Ces femmes-là, il y a une liste de leurs noms, nommément identifiés. Leurs adresses, les localités dont elles étaient originaires. Ça permet, lorsqu'une commission d'enquête descend sur le terrain, d'aller faire des investigations. Et lorsqu'ils vont observer des élections, les élections, on ne vient pas observer comme ça, comme un spectateur. Il y a la différence entre un témoin et un expert observateur. Un expert observateur, il va d'abord commencer par l'enrôlement. Comment vous avez fait l'enrôlement? Est-ce que ça permet à toute la partie de la population qui est capable de voter de s'enrôler? On a eu des élections en 2018. On aura des élections en 2023. De 2018 à 2023, ça fait 5 ans, disons 4 ans, parce qu'en 2023, là, on doit avoir les résultats. Disons 4 ans. Quelqu'un qui avait 14 ans en 2018, il doit voter en 2023. Parce qu'en 2022, il aura 18 ans. Quand est-ce que vous allez faire l'enrôlement? Si l'enrôlement est fait en 2021 ou bien si l'enrôlement est fait en début de 2022, il faut savoir qu'il y a une partie de la population qui va s'ajouter. Donc, il faut que l'enrôlement soit bien fait. L'identification des citoyens. Entre 2018 et 2023, malheureusement, il y a des gens qui vont mourir. Des gens qui ont eu des cartes d'électeurs. Ces gens-là ne pourront plus voter. Donc, l'intégrité du fichier électoral. Ce sont des choses qu'un expert doit pouvoir être capable de contrôler. Puisqu'on peut avoir des électeurs fictifs. Si on a des électeurs fictifs, c'est un danger pour les candidats. Ça veut dire que un parti ou un groupe ou une majorité ou une minorité, mais des gens qui ont une capacité de faire influencer les choses, peuvent envoyer leur vote. Donc, on doit épurer le fichier électoral. Les équipements qui sont utilisés, quelle est la fiabilité de ces équipements-là? On a vu la machine à voter qu'on a appelée à un moment donné la machine à voler. Pourquoi on appelait la machine à voler? Parce que la fiabilité n'était pas prouvée. Peut-être c'est une machine fiable, mais est-ce qu'on avait expliqué, est-ce qu'on était prêt à aller l'utiliser avec cette fiabilité-là? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'une personne doit savoir. Moi, je fais cette vidéo, chers amis, parce que nous avons des éminents juristes dans ce pays. Nous avons des politologues, nous avons des gens qui ont fait la politique sans être juristes, sans être politologues, mais qui ont acquis l'expérience, mais qui laissent faire certaines choses. Et Bandi Boni, la confession religieuse n'est pas dirigée par le président à Séni. Et Bandi Ndengeni. Ce n'est pas une obligation. Alors, nous disons ceci.
Nous vous avons montré comment est-ce qu'on a modifié la CENI de la CEI à la CENI aujourd'hui. Et que les différentes modifications qui sont intervenues n'étaient pas nécessairement pour renforcer la CENI, mais pour essayer de la détourner à des fins partisanes. Dieu merci, la pression de la population en 2013 avait fait que la société civile est revenue à bord. Elle est revenue dans les jeux pour pouvoir un peu faire ce qu'on appelle l'arbitre, si l'on peut dire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous suggère à tous ceux qui ont le souci de ce pays, ceux qui ont l'intérêt de la transparence lors des élections, de soutenir la candidature de Paul Sap. Il y en a qui me disent, à foutu bien, Bandeko. Le jour où nous comprendrons que nous n'avons pas besoin de foutre à biso, pour Natolo Belamboka, le Congo ira loin. Aujourd'hui, je ne suis pas candidate. Je ne suis pas candidate. Mais en 2022, je peux changer d'avis. Je peux dire non, 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 ça m'intéresse d'aller faire les changements dans mon pays. Si je suis candidate, je n'aimerais pas venir à Kinshasa commencer à vendre des parcelles si j'en ai. Parce que pour le moment, je n'en ai pas. Ou bien vendre mes véhicules ou aller m'endetter pour pouvoir gagner les élections. Et quand je vais gagner les élections, je n'aurai plus les mains libres. Pour gagner, il faut que la bongo, na bando pesa ba poste et na kosala musala na intérêt mbokate, na kosala musala na intérêt bato ba komisinga place wana. Nous avons quelqu'un qui peut résister à la corruption. Je vous ai lu la loi, tantôt la loi organique. J'ai dit que le président de la CENI a rang de ministre. Nous avons des ministres aujourd'hui. Nous savons plus ou moins c'est quoi les salaires d'un ministre. Est-ce que vous vous êtes renseigné c'est quoi le salaire du vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, ESA international? Vous savez, il peut gagner combien? Mais il est prêt à dire non, j'abandonne ça, je viens pour mon pays. J'ai mis une vidéo pour nous cet après-midi. Vous avez vu la confrontation qu'il a eue avec Louis Michel. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission-là de l'Union européenne? J'avais mis une vidéo hier, j'espère que vous l'avez suivie. En fait, il faut savoir que, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique et le Congo aussi en particulier, on n'a pas encore eu l'indépendance totale de la gestion autonome de nos pays. Nous dépendons de l'influence des communautés internationales qui sont en train d'interférer dans la gestion de nos pays en essayant de placer des pions qui avantagent leurs intérêts. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont lu, qui ont suivi l'histoire et ceux qui suivent un peu l'information de comment se passe notre pays, à l'époque de Mobutu, Mobutu disait que nous allons faire une coopération kiff-kiff. Ça veut dire aux huit, kiff-kiff. Kabila, bon, je ne sais pas c'était quoi sa philosophie, je n'en sais rien. Mais vous avez suivi les différents discours du président Félix Tshisekedi. Il dit que nous allons entretenir des rapports gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ce n'est pas forcément moitié-moitié. Je vous donne un exemple. Si nous on a les mines de coltan, au lieu que Batouba au la biso guerre, bazoba coltan na biso ba bomabande ko na biso bazo même ba coltan au fêlé, des pays qui n'ont même pas de gisements de coltan comme le Rwanda, on commence à produire, à vendre le coltan sur le marché international, au vu au-dessus de tout le monde. Mais si nous améliorons notre diplomatie, parce que dans la vie, il faut reconnaître quand tu es en position de faiblesse. Nous améliorons notre diplomatie, nous disons, écoutez, vous n'avez pas besoin de nous tuer pour prendre le coltan. On va s'arranger de sorte que quand vous prenez le coltan, nous on en bénéficie, vous aussi vous en bénéficiez. Ok? Qu'est-ce qu'il faut? Créer des écoles, faites des routes. Vous savez, Nelson Mandela, lorsqu'il a pris le pouvoir en Afrique du Sud, lorsqu'il a été voté président, on lui a demandé de chasser tous les blancs. Il a dit, je n'ai pas besoin de chasser tous les blancs. Renforcer les capacités des noirs. Les blancs disparaîtront d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand un noir a la capacité de devenir directeur d'une banque, je n'ai pas besoin de chasser un blanc. Le jour qu'on va chercher un directeur de banque, le noir sera aussi candidat. Il va avoir la même capacité de chance. Lorsqu'on aura besoin d'un noir directeur d'un hôpital, pour s'assurer que quand les noirs viennent dans un hôpital, ils ont un bon traitement, on ne les traite pas comme les animaux, on ne les laisse pas mourir. J'ai besoin d'un noir médecin. Nelson Mandela, quand il était au pouvoir en Afrique du Sud, il a augmenté les bourses d'études pour les Noirs. Il a pris des mesures qui ont facilité l'accès aux universités aux Noirs. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui vivent en Afrique du Sud peuvent vous le dire. On a des Noirs millionnaires. On a des Noirs dans toutes les sphères du pays.
dans la politique, dans les affaires, dans l'importation. On a des Noirs partout. Les sphères qui étaient occupées seulement par des Blancs commencent à être aussi investies par des Noirs parce qu'ils ont acquis la capacité. Lorsque vous dites aux gens, vous n'avez pas besoin de nous tuer. Créer des hôpitaux, créer des routes, créer des écoles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de sécuriser l'écosystème social pour permettre à la population de s'éclore. Ces enfants-là, aujourd'hui, qui vont à l'école, demain, c'est eux qui seront des directeurs dans ces entreprises-là. Si je suis directeur dans une entreprise, même si c'est une entreprise étrangère, quand je suis dans le conseil d'administration, je vais élever ma voix pour dire à mes boss, on n'a pas besoin de déverser les déchets dans la rivière. C'est là que je vais me laver ou que mes enfants vont se laver ou que je me suis lavé quand j'étais petit. Voyez-vous? Ils vont avoir la capacité de pouvoir s'impliquer. C'est ce qu'on appelle une collaboration gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ça veut dire on peut ne pas en tirer les mêmes avantages, mais toi tu tires un avantage, moi aussi je tire un avantage. Et puis, on évolue. Petit à petit, on est en train de progresser. Petit à petit, on est en train de progresser. Au jour d'aujourd'hui, je reviens à la Commission électorale indépendante. Le président Félix est en train de faire un effort pour que nous soyons dans un état de droit. Les Congolais ont compris. C'est pourquoi vous avez vu les gens sont sortis dans la rue pour se battre contre les lois Minaku. Parce qu'ils ont compris que si ces lois-là passent, on sera toujours dans un pays où il y a des intouchables et puis il y en a qui vont souffrir. Maintenant, si nous sommes dans un état de droit et nous avons des gens qui résistent à la corruption, chers amis, arriver au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme et tenir les discours que Paul Sapo a tenu, il a risqué sa vie. Vous avez vu comment les messieurs se sont mis devant lui pour le jeter dehors et lui, Michel, qui était en train de dire, tu n'as pas le droit de prendre la parole. Il dit non, vous ne pouvez pas sans interlocuteur, venir convaincre la commission pour qu'on lève, parce qu'il voulait faire quoi en fait? Il voulait lever les immunités d'Emmanuel Shadari. Lorsqu'ils voulaient lever les sanctions qui pesaient sur Emmanuel Shadari. Une fois qu'ils allaient lever les sanctions qui pèsent sur Emmanuel Shadari, ça allait permettre à Shadari de pouvoir voyager à l'extérieur pour rassurer certains milieux économiques et intérêt na protéger et eux ils allaient encore faire leur mécanique qu'ils ont l'habitude de faire, de nous imposer des dirigeants. Dieu merci pour des courageux qui risquent leur vie comme Paul Sapo. Il a risqué sa vie ce jour-là en Occident. Imaginez-vous, ça c'est quelqu'un qui a fui le Congo, qui est allé en Belgique, qui est allé pour la sécurité de sa vie. Mais il se place dans une position où comme fauteur de troubles dans la Commission européenne. Imaginez, si on le sortait de la Belgique, il risquait sa vie. Qu'on le retourne au Congo, il y a Kabila. Mais il a pris ce risque, il a dit ça ne passera pas. Il a mobilisé les gens. Si vous aviez suivi cet épisode-là, le jour de cette confrontation-là, lorsque Louis Michel est sorti, il y avait beaucoup de Congolais qui l'attendaient à l'extérieur, qui ont hué sur lui, qui ont crié sur lui. Il y avait une mobilisation. Les Européens ont vu que Makambo est aussi mbatté. Peuple européen balingité. Totika. Batiki. Aujourd'hui, on aurait eu Shadari comme président. Vous imaginez un peu? Ça veut dire nous allons mourir. Nos enfants ne pourront pas voir un pays où il fait beau vivre. Pourquoi? Il faut que nous ayons un pays où tout le monde sent que nous sommes sur le même pied d'égalité. Au Tamboli normal, Vineza normal. Au Tengamipe, tu vas venir t'expliquer dans la justice. Lorsqu'il y a l'argent de l'État, j'avais suivi une fois une intervention de Kadiombo qui a dit, mais chaque fois qu'on dit une enquête, millions. Mais quand on a besoin d'argent pour développer le pays, il n'y a jamais l'argent. Pourquoi il faut qu'on continue comme ça? C'est pourquoi, chers amis, je nous dis, ce que je peux faire dans la mesure de mes capacités, de mes compétences, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer que on a besoin aux la sangote pour la président ya Seni. On a besoin en bongo pour la président ya Seni. La société civile a 3 entités: les confessions religieuses, les organisations de droits des femmes, les organisations
d'éducation civique et électorale. Nous avons une ressource dans notre pays. Pour le moment, Aza a utilisé et pas Bapaya. Azo travaille à niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme. Au mon niveau, parce qu'il a acquis une expertise qui est sollicitée partout à travers le monde. Ne faisons pas comme les gens de Nazareth, pour lesquels Jésus a dit nul n'est prophète chez soi. Acceptons les nôtres et profitons de nos ressources. La personne aujourd'hui qu'il faut à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, c'est Paul Sapou Mukulu. Pourquoi? C'est une personne de rigueur. Il résiste à la corruption. L'air Kabila Bimisa Kimbongo, Kabila à un moment donné a Sopimbongo Boé pour corrompre les gens. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Il est resté ferme. Namukia Nazozwa, je ne trahirai pas le Congo, Moutatinda ki azate. Atindi ngapete. Mais parce que ça me fait mal de voir le pays aller en désordre. On dirait que Tozana Batouté. Mboka Ozana Batou. Mboka Oyezana Batou, toi utilisé Bango, le moment est venu. Nous avons un président qui a libéralisé les droits de l'expression. Les gens peuvent faire leur meeting, les gens peuvent faire leur discours, au sali parti politique nayo, au sali. Alors on doit donner la chance à tout le monde. Moutousso Kazana parti politique naye, a quitté na terrain, a sa la campagne naye, a sur la population, a sa la meeting naye, a sa chance à gagner. Les candidats politiciens, députés ne doivent pas devenir des hommes d'affaires. Oh, Lukana, nous n'avons pour aller corrompre. Non, nous avons besoin de quelqu'un de rigueur. Oh, Akolenga Liboso Mbongote. Nous avons besoin de quelqu'un qui est ferme. Oh, Amona est belé. Il a perdu sa fille dans des conditions non encore élucidées. Donc, ça veut dire que ce sont des gens, Paul Sapou, il a souffert dans son corps, dans son cœur et dans sa vie. Savez-vous qu'il a perdu sa fille en France, dans des conditions non encore élucidées, pendant Makambamboka? Sa fille est décédée quelques temps après qu'il ait réussi des menaces de mort. Tu joues avec le feu, tu joues avec le feu. Nous savons où vit ta famille. Mikolo Mukete be mwana na kufi. Akunda mwana mukolo. Une jeune fille à Mukolo, Akunda. Pendant Makamba Congo. Ça veut dire qu'il a déjà tout vu. Quand on a déjà vu le pire, il ne reste que le meilleur à voir. Le meilleur à voir, c'est voir un Congo véritablement d'état de droit. C'est voir un Congo véritablement démocratique. Donnons-nous la chance de barrer la route à ces FCC-là. Les ennemis du Congo se sont dévoilés. Ils sont dans l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'ils sont en train de faire dans l'Assemblée nationale, là, c'est de la mauvaise foi, si ce n'est pas de la sorcellerie. Ils n'ont aucun souci pour le peuple. Aucun. C'est leur propre ventre et c'est eux-mêmes. Et pourtant, le peuple leur a donné une chance de se racheter. Normalement, Penzana Congo, les gens qui ont géré avec Kabila n'auraient pas eu le droit d'ouvrir la bouche. Mais non seulement qu'ils ouvrent la bouche, ils narguent les peuples. On va s'asseoir et les laisser faire. Non. C'est le même peuple-là qui a barré la route à Kabila pour modifier la Constitution en 2015. C'est le même peuple qui a barré la route à Minako avec ses lois. C'est le même peuple qui va barrer la route à Ronsard. Et c'est le même peuple qui va mettre sur la présidence de la CENI, Paul Sapou. Retenez ce nom-là, chers amis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bokende na Google. Faites Google, faites YouTube. Il y a des vidéos de ces interviews. Il y a des publications, des rapports qu'il a initiés. Quand vous faites Google, Paul Sapou Mukulu, vous allez voir les détails de qui est ce monsieur-là. C'est une ressource que nous ne devons pas négliger. En plus, il est parmi les premiers qui ont créé des organisations d'éducation civique électorale. La Ligue des électeurs a été créée en 1990. Donc, ils ont près de 30 ans d'existence. Non, 30 ans, non, 20 ans. 20 ans d'existence. On est en 2020? Non, 30 ans, qu'est-ce que je raconte? 30 ans. 1990 à 2020, on a 30 ans d'existence. Ils ont l'expertise. Expertise en bazobon de la bangoba qui ne peut pas pays moussous. Ils forment des experts dans d'autres pays. Ils surveillent des élections dans d'autres pays. Ils gouvernent les élections dans d'autres pays. Donc ça veut dire les années bozana maman na bino be papa na bino za chef cuisinier mais bo ke so mabilo ona malewa. Ya liboma. Eza liboma. Donc maman na bino pena chef cuisinier mais bozo ke so mabilo na malewa. Donc bozo ke zo batu oyo ba na compétence te jamais. Touro Torotelema. Moi je fais cette vidéo pour partager l'information avec vous.
Ceux qui veulent, ils peuvent aussi partager la vidéo, donner l'information aux autres. Ceux qui n'ont pas l'information, chers amis, renseignez-vous. Moi, après la vidéo, je continue encore à me renseigner pour chercher encore d'autres informations qui vont permettre aux compatriotes qui ne sont pas encore convaincus de la pertinence de la candidature de Paul Sapou d'être convaincus. Ne ratons pas cette chance. Ne ratons pas cette chance. Regardez, je vous ai expliqué comment on a réduit les pouvoirs de la CENI en 2010 pour leur imposer de faire ce que le pouvoir voulait qu'ils fassent. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir, un chef de l'État qui dit l'état de droit. Tout le monde sous la loi. Pour que la loi soit appliquée également à tous, tous sont égaux devant la loi. Donc la CENI aura la possibilité maintenant de travailler librement. Ok, quoi enrôler Batou, ça l'enrôlement dans Ndenge Sengeli, identifier Batou dans Ndenge Sengeli, ou yon un rapport na yo, osa candidat, y'a qu'à déposer candidature, non, ma cas sinon siko yon a public, ma cas sinon siko yon a peuple. Ceux qui peuple qu'on dit mayo, a voté. Ceux qui peuple qu'on dit mayo, peut-être, ben, tant pis pour toi, mais ma cas sinon yon a peuple, ma cas sinon yon tu vas nous corrompre pour toi CENI. Nous voulons une CENI indépendante, libre, et pour cela, il faut un homme de rigueur, qui a la connaissance, qui a la compétence, qui a la capacité de résister à la corruption, un point très important, et qui a la capacité d'être ferme pour conduire cette barque-là jusqu'au résultat de 2023. Voilà, chers amis, la contribution que j'avais pour vous aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce sujet jusqu'à ce qu'on aura Paul Sapou à la présidence de la CENI. Oui, oui, c'est l'objectif qu'on s'est assigné. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour ceux qui étaient connectés. Je dois vraiment y aller. J'ai essayé de faire ça la journée. Ce n'est pas facile parce qu'on est entre plusieurs choses. Je vous remercie vraiment pour votre temps. Ceux qui veulent, ceux qui ont aimé la vidéo, ils peuvent partager. Partagez avec moi aussi les informations que vous avez pour qu'ensemble, nous puissions faire un bloc, soutenir notre société civile pour voir Paul Sapou. Paul Sapou. En tout cas, moi, c'est le candidat le rigoureux. Pour le moment, Azo émerger au niveau de la société civile. Et ceux qui travaillent dans le domaine de la formation civique et électorale connaissent la valeur de Paul Sapou. Il a formé Ronsard, notre Ronsard là qui a été sorti, le Melchisedec. Il a été formé par Paul Sapou. C'est le candidat pour le moment au niveau de la société civile. Merci, chers amis. On continue la discussion, on continue les échanges. C'est pour le bonheur de notre pays. C'est pour le bien de notre pays. Je serais contente sur Bafoutinga. Pourquoi pas? Mais pour que je fasse mes recherches et que je fasse cette vidéo, nana besoin Bafoutangati. Pour nana besoin Congo, on est à la bien. Nana besoin Lelo, ceux qui n'ont pas candidat, n'a qu'à voter, n'a pas candidat, on a Arudima. C'est de ça que nous avons besoin. Une commission électorale indépendante. Voilà pourquoi nous faisons ce genre de démarche. Merci beaucoup, chers amis. Voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre temps. Bye.